Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à votre nouvel épisode de votre programme intitulé Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Le madhab malikite, fondé par l'imam Malik ibn Anas, se distingue par plusieurs spécificités notables, aussi bien au niveau de ses fondements juridiques qu'au niveau de son approche du fiqh. Il représente une école profondément enracinée dans la tradition prophétique, attentive aux réalités sociales et aux pratiques des habitants de Médine de l'époque, ville où a vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui confère à cette école une richesse et une solidité remarquables dans ses démarches d'interprétation. Elle a développé son élaboration juridique. L'une des premières spécificités majeures du madhab malikite réside dans la richesse et l'abondance de ses sources juridiques. Contrairement à d'autres écoles qui se limitent à quelques fondements, le malikisme mobilise une large gamme d'outils et de références. Parmi ces sources figurent bien sûr le Coran, la Sunna, mais aussi le consensus des mujtahidines et le fameux Amal Ahlil Madina, la pratique des gens de Médine. Le raisonnement analogique, le qiyas, qui est commun à d'autres écoles, la préférence juridique, l'istihsan, l'examen inductif, l'istiqra, les dires des compagnons, la législation antérieure à l'islam selon des détails, la présomption de continuité, l'istishab, et la question d'intérêt public, les masalih mursala. On peut citer aussi le principe de la prévention des moyens menant au mal, le sadd al-dhara'i', la coutume, le urf, le recours à l'opinion la plus prudente, al-akhdhu bil-ahwat, la prise en compte de la divergence, mura'atul khilaf. De ces fondements émanent plus d'1 millier de règles générales recensées par certains savants malikites, ce qui permet une couverture complète des différents domaines du droit islamique. Cette pluralité des sources constitue un atout exceptionnel qui a permis au fiqh malikite de s'enrichir, de s'épanouir et de répondre efficacement aux enjeux de l'ijtihad. Même si certaines de ces sources sont communes à d'autres écoles, ça on l'a dit et on le redira, la singularité du malikisme réside dans le fait qu'il les accepte toutes, alors que d'autres écoles n'en acceptent qu'une partie et rejettent le reste. Le deuxième trait distinctif du madhab malikite est la diversité et la complémentarité de ses fondements. Ceci aussi entre le texte révélé, considéré comme une preuve certaine, et la raison saine, nourrie du texte et enracinée dans la tradition prophétique, comme c'est le cas du raisonnement analogique. Cette combinaison harmonieuse entre la révélation et la raison, entre le texte et l'intellect, constitue une caractéristique centrale de l'école malikite. Cette approche équilibrée explique en partie la centralité et l'audience dont a bénéficié l'imam Malik de son vivant, ainsi que l'attrait que son école continue d'exercer. Une autre caractéristique importante réside dans l'usage élargi que fait cette école des sources reconnues par le consensus. Elle exploite de manière étendue le livre et la sunna au point de ne pas se limiter à leur sens explicite, mais d'inclure également des significations implicites, les oppositions de sens qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, les contextes d'énonciation, les inférences associées, etc. Par exemple, l'imam Malik se base sur le verset qui mentionne les chevaux, les mules et les ânes, al-khayl wal-biral wal-hami, pour justifier l'absence de zakat sur les chevaux, du fait de leur association avec les ânes qui, eux, en sont exemptés.
De même, l'école malikite étend le champ d'application du qiyas et admet des formes de raisonnement analogiques que d'autres écoles refusent, telles que le qiyas sur un qiyas, le qiyas inversé, le qiyas dans les domaines des peines, des sanctions, des prescriptions ou des empêchements. Le madhab malikite se caractérise également par une remarquable ouverture intellectuelle et juridique. Il manifeste une grande tolérance envers les autres écoles juridiques ainsi qu'à l'égard des traditions religieuses antérieures, dans la mesure où ces dernières ne contredisent pas explicitement la loi islamique. Cela s'exprime notamment à travers l'acceptation du principe selon lequel les lois antérieures à l'islam sont valides tant qu'aucun texte ne les abroge. Ainsi, les malikites valident des pratiques telles que la garantie, la kafala, la récompense, ja'ala, sur la base des récits concernant le prophète Youssouf. De même, ils valident le mariage en échange d'un service, comme évoqué dans l'histoire du prophète Chouaïb. Cette ouverture se manifeste aussi dans la permission de prier derrière un imam qui ne suit pas les conditions du malikisme si, dans son propre madhab, il considère ces pratiques comme valides. Elle apparaît encore dans le refus de déclarer un musulman mécréant à cause de ses péchés, la fameuse croyance des Khawarij, ou dans la validation des jugements émis selon d'autres écoles, même s'ils diffèrent du malikisme majoritaire. Par exemple, dans l'abstention de prescrire le blâmable dans les cas de divergence juridique, dans la reconnaissance de la possibilité d'adopter temporairement des positions d'autres écoles pour des raisons de prudence ou de nécessité, et même dans la possibilité de sortir ponctuellement du madhab pour suivre l'avis d'un autre si les circonstances l'exigent. Donc on a une flexibilité qui reflète un esprit de coexistence, de compréhension et de respect mutuel qui a profondément marqué les sociétés ayant adopté le malikisme comme le Maroc. Cette dynamique a permis la constitution d'un tissu social harmonieux et tolérant, ouvert à la diversité, tout en restant fidèle à son identité. Un autre pilier fondamental du malikisme est sa capacité d'adaptation et de renouvellement dans le respect toujours des principes de la charia. Cette souplesse s'appuie sur l'usage des coutumes positives, des intérêts publics et du principe de prévention des causes de mal, le fameux Saddu Dhara'i'. Tous ces outils varient selon les époques, les lieux, les contextes, ce qui ouvre des perspectives prometteuses à l'ijtihad authentique, tout en garantissant un ancrage solide dans les objectifs de la loi. Cette dynamique de renouveau est particulièrement visible dans la pratique du fiqh al-amal au Maroc, telle que le amal fassi, la coutume fassi, ou les pratiques judiciaires inspirées des intérêts locaux. Des exemples concrets incluent la lecture collective du Coran, par exemple, la validité du témoignage de groupe, shahadat al-lafif, ou encore certains types de ventes comme la vente groupée. Toutefois, cette capacité d'adaptation ne s'applique qu'aux zones non tranchées par des textes explicites. Ça, c'est évident, c'est toujours la règle. Les domaines régis par les prescriptions claires de la charia, là où il n'y a pas de fiqh, puisqu'il n'y a pas d'ijtihad, ne sauraient être modifiés sous prétexte de coutume ou d'intérêt public, sans quoi cela équivaudrait à une forme d'abrogation du droit divin, ce qui est inadmissible après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En matière de traitement des cas difficiles et des problèmes complexes, le malikisme brille par sa flexibilité et son pragmatisme, notamment grâce à l'adoption du principe de prise en compte de la divergence, mura'atul khilaf. Cela permet par exemple de valider rétroactivement certains contrats viciés
mais faisant l'objet d'une divergence de vues, à condition que l'avis contraire repose sur des arguments solides, évidemment. Il faut que ce soit un avis fiable. Ainsi, certains mariages ou ventes, jugés invalides à la base dans la doctrine classique du malikisme, vont être rétroactivement jugés valables lorsqu'ils ont déjà été consommés pour préserver les droits des parties et éviter les désordres sociaux, à condition qu'il existe évidemment un avis fiable de cela. Là où d'autres écoles privilégient par exemple l'annulation pure et simple, l'école malikite préfère parfois reconnaître les effets produits pour préserver les équilibres sociaux et éviter les injustices. Le malikisme se distingue également par une grande facilité et une grande clarté dans ses jugements. Cette orientation vers la simplification repose sur les textes du Coran et de la Sunna et sur un ensemble de principes juridiques, tels que la difficulté appelle l'allègement, ce genre de règles, les règles de fiqh. Le mal doit être supprimé. Les nécessités rendent licites quelques interdits des fois. L'origine des choses est la pureté et la licéité, mais sous, bien sûr, des détails bien précis. Cette tendance à l'allègement se retrouve dans tous les domaines, actes cultuels, transactions, affaires familiales, contentieux, etc. Elle répond aux besoins des fidèles d'un droit vivable et miséricordieux, ce qui a conduit certains savants à souhaiter que leur propre école suive les facilités permises par le malikisme, comme Al-Ghazali. Sur le plan doctrinal, le malikisme est synonyme de juste milieu et d'équilibre. Il évite l'extrémisme aussi bien dans la rigueur que dans l'excès de laxisme. Il refuse les subtilités juridiques qui servent à contourner les obligations religieuses ou à justifier les interdictions et pénalise même ces manœuvres. Ce rejet s'applique par exemple à des pratiques comme les ventes déguisées ou les mariages simulés. Et parmi les traits les plus marquants du fiqh malikite figure son profond ancrage dans les finalités de la charia. L'école malikite accorde une attention particulière à la préservation des 5 principes universels qu'on a déjà abordés. Je vous remercie d'avoir assisté à cet épisode de votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.